cette semaine, vendredi, samedi et dimanche, il y a un grand colloque sur la situation en Grèce. Toute la journée, vendredi et samedi, à l'Université Paris 8 en I10, et l'après-midi, le dimanche, ici même. Voilà, et puis, donc vous m'entendrez parler aujourd'hui, vous m'entendrez parler dimanche, et pour ceux qui n'en auraient pas assez, vous pourrez m'entendre tous les jours du 21 au 25, et même à vrai dire au 26. C'est-à-dire tous les jours du 21 au 25 entre 10h et 11h, sur France Culture, dans l'émission Chemin de la Connaissance. Voilà, et donc ça c'est du 21 au 25, puis ceux qui auraient pas une overdose, mais qui seraient encore dans leur addiction, eh bien ça peut être le 26, j'interviendrai en clôture d'un forum conjoint de France Culture et du Nouvel Observateur au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Et là, je serais vraiment plongé dans la corruption jusqu'au bout. Voilà, donc le 26 aussi. Donc, toute la semaine prochaine. Voilà. Alors, ça c'était pour les annonces. Je voudrais commencer, en même temps que l'année, une sorte de rappel de qu'on pourrait appeler la stratégie conceptuelle, si vous voulez, de ce séminaire. Séminaire qui, comme d'autres, est en fait, plus directement que d'autres, est dans le cheminement d'un livre, qui est le cheminement du troisième tome de L'être et l'événement. En réalité, après L'être et l'événement proprement dit, après Logique des mondes, le troisième tome s'appellera À l'immanence des vérités. Donc, vous êtes dans le prélude de quelque chose qui fera un livre. Alors, de quoi s'agit-il finalement? Quelle est la stratégie conceptuelle? Or, le but fondamental de toute cette affaire, c'est de montrer qu'il peut exister des vérités universelles sans avoir recours à une transcendance séparée. Voilà, l'immanence des vérités. C'est-à-dire que, en laissant de côté les détails complexes, la visée générale est celle qui entend, dans des conditions contemporaines de la politique, de la pensée, de l'art, des sciences, dans ce contexte-là, il y a sens à parler de vérité universelle sans avoir à recourir à un dispositif de type transcendance séparée. Et donc, si vous voulez, il s'agirait de quelque chose comme un platonisme sans dualisme. C'est-à-dire préserver la capacité de l'accès de la pensée à l'universalité, et même, poussons un peu le bouchon, préserver la capacité de la pensée de s'emparer ou de produire des vérités absolues, c'est-à-dire sans pour autant avoir à convoquer ou à construire un autre monde, ou, dirait Nietzsche, un arrière-monde. Donc de délivrer la catégorie même d'absolu de sa longue complicité avec la théologie. D'essayer mais de ne pas faire à la tradition théologique l'honneur de lui sacrifier l'absolu, voilà. Car au fond, pour s'absenter de la tradition théologique, ou de la peser auprès des heideggeriens, de la métaphysique, ne chicanons pas sur les mots, la voie la plus courte est de dire qu'en réalité, des vérités absolues, il n'y a pas. Raison sur ce point. Et au fond, la stratégie que je propose est une stratégie qui consisterait à ne pas sacrifier la notion d'une possible absoluité d'un certain nombre de choses, d'énoncés, d'œuvres, etc., et leur universalité, évidemment, par voie de conséquence, de ne pas sacrifier cela à la nécessité, par ailleurs, de, par exemple, constater, comme le fait Nietzsche, la mort de Dieu. Autrement dit, ce serait de maintenir la possibilité d'une absoluité sans transcendance.
Alors, bon, sur immanence et transcendance, on y reviendra naturellement, mais ce que je voudrais dire, c'est que j'insisterai sur le fait que la transcendance qui est ici visée, c'est-à-dire celle dont on entend se passer pour maintenir cependant l'idée de vérité absolue, c'est ce qu'on peut rappeler une transcendance séparée. La transcendance de l'existence de Dieu, la transcendance du monde intelligible par rapport au monde sensible, donc la transcendance de toutes les figures du dualisme de l'être, hein, de la scission de l'idée d'être en un registre et un autre, articulé finalement dans l'idée de transcendance. Ça n'exclut pas qu'il y ait en quelque sorte des points de transcendance immanentes. Et que dans une situation, pour le dire très simplement, dans une situation déterminée, il se peut que la transformation de cette situation passe par un point qui n'est pas immédiatement un point visible ou dominant de la situation en question. Un point qui fonctionne comme s'il était extérieur. Évidemment, on ne confondra pas extériorité et transcendance. C'est un point sur lequel nous reviendrons parce qu'il est assez compliqué. Donc, on pourra admettre que dans la production effective d'une vérité absolue, il y ait des appuis tactiques transcendants, si je puis dire, à l'intérieur d'une immanence générale. En entendant cette fois par transcendance un point d'appui qui n'est pas délivré par la seule situation, mais qui doit être induit ou tiré par des ressources qui sont en partie extérieures. On pourrait appeler ça des points de transcendance immanents. Des points de transcendance immanents, c'est-à-dire la possibilité que la construction de quelque chose d'absolu dans un monde déterminé se fasse en partie avec le recours à des données qui ne sont pas celles de la légalité immédiate de la situation en question. C'est ce que nous appellerons, nous avons déjà mentionné, le régime de l'exception. Alors, je le dis tout de suite, il est tout à fait important dans toute cette affaire de distinguer exception et séparation. Il n'y a qu'une exception est quelque chose qui reste interne à la situation, puisque sinon on ne saurait pas en quoi elle est exceptionnelle. Et une exception est une exception au regard d'un monde dans lequel elle fait exception à des données légales, à des données régulières, à des données structurales. Et nous pouvons dire ceci est une exception sans que ça veuille dire que c'est une transcendance séparée. Donc la distinction que je propose entre la transcendance séparée véritable de la tradition théologique ou la tradition dualiste en général, c'est pas une distinction entre transcendance et pas du tout de transcendance, qui est un peu métaphysique comme option, mais c'est l'idée qu'il existe un registre de la transcendance immanente qui est tout simplement un registre qui est le registre de l'exception interne à une situation. Et cette exception interne à une situation ne requiert pas d'en être séparée, bien au contraire, puisqu'on ne peut parler de l'exception à quelque chose que pour autant que cette exception est interne et comparable au quelque chose à quoi elle fait exception. Donc on pourrait aussi dire que la recherche est celle d'une absoluité qui soit une absoluité par exception et non pas une absoluité par séparation. Je veux le dire comme ça. Ça reste encore un peu métaphorique, mais vous voyez bien quelle est l'idée poursuivie. Donc, c'est ça, la stratégie de l'immanence des vérités, c'est de proposer cela, de l'argumenter, de le valider autant que faire se peut, et ce faisant, évidemment, comme toujours, de combattre les adversaires. Dans la tradition kantienne, c'est Kant qui a dit que la philosophie était un champ de bataille, et c'est bien vrai. Alors, on voit bien que l'adversaire résulte ou s'inscrit dans la tradition qui, précisément, considère que pour venir à bout de la pesanteur de la tradition, il y a de la pesanteur théologique, moraliste, et finalement qui est aussi une tradition de soumission, il faut sacrifier l'absoluité en tant que telle.
C'est-à-dire que finalement, l'absolu est ce qu'on sacrifie sur l'autel de l'athéisme. D'ailleurs, pour être vraiment athée, il faudrait en réalité en finir avec l'arrière-monde véritable de la religion, qui est la maintenance d'un absolu séparé. Si on regarde de près, même si on regarde de ce point de vue l'œuvre de Nietzsche, on verra qu'il est très important pour la comprendre de voir que son démêlé propre à Nietzsche, c'est précisément entre séparation et exception. Non pas qu'il clarifie complètement ce point, mais il est absolument présent dans son œuvre. Et que d'une certaine manière, même le surhomme, c'est une tentative de proposer une transcendance immanente. C'est de proposer quelque chose qui est surhumain, mais qui en même temps est un résultat immanent de l'histoire humaine elle-même. Fût-ce au prix d'une coupure, qui pour Nietzsche est principalement une coupure avec le christianisme. Mais vous voyez, après quoi il y a une descendance molle de tout ça, qui consiste à dire l'absolu, il n'y en a pas, de toute façon, les vérités universelles, c'est très contestable, et c'est la mise en place de ce qu'on peut appeler, ce que tout le monde appelle le relativisme moderne. Alors, le relativisme moderne, à mon sens, et c'est aussi en quoi Nietzsche en est le génial responsable, pour part, avec d'autres, avec les positivistes, mais le relativisme moderne, il repose largement sur la substitution de la catégorie de sens à la catégorie de vérité. C'est son opération principale. Opération dont Deleuze, par exemple, crédite Nietzsche comme étant l'inventeur premier. C'est-à-dire que Nietzsche, Deleuze commence, on écrit sur Nietzsche pratiquement par cette idée, que Nietzsche est celui qui, dans l'histoire de la philosophie, a remplacé finalement la vérité par le sens. Et là, évidemment, à partir du moment où vous remplacez la vérité par le sens, vous êtes immédiatement confronté à la multiplicité du sens, à son hétérogénéité, au fait qu'il y a une équivoque du sens, et de ce fait même, vous créez le terrain d'un abandon de l'absoluité, en tant que nous serions toujours immanents à une multiplicité de significations ou une multiplicité de points de vue, ou dira Nietzsche aussi une multiplicité d'interprétations. C'est-à-dire ce qu'il y a, dira Nietzsche, ce sont des interprétations. Mais dire qu'il y a des interprétations, c'est évidemment de dire que le monde, l'intelligibilité du monde est l'intelligibilité du sens. Parce que vérité n'est pas un mot qui suppose l'interprétation. C'est précisément son absoluité latente. Il y a vérité, il y a vérité. Elle ne s'interprète pas. Elle n'est pas le résultat d'une interprétation. Tandis que le sens est toujours donné avec l'interprétation donatrice de sens à tel ou tel phénomène. Voilà. Et donc, l'adversaire général de la stratégie qu'on tente ici de poursuivre, c'est ce relativisme moderne qui substitue sens à vérité et installe par conséquent la pensée, les entreprises et les actions humaines dans la multiplicité variable du sens. Il veut dire aussi, on pourrait dire ça aussi, pour le relativisme, il y a des variations. Il y a des variations. Mais il y a des variations sans thème. C'est-à-dire, ce n'est pas un thème et variation, parce que sinon on pourrait dire le thème est la vérité des variations. Donc ce sont des variations non thématiques. Et il n'y a pas caché derrière les variations un thème principal qui ferait vérité pour les variations. Il n'y a que les variations. De même que Nietzsche dit, il n'y a que les interprétations. Donc il n'y a pas une interprétation dominante, il n'y a pas une chose à interpréter, il y a un éventail d'interprétations. En un certain sens, je pense qu'on peut ranger dans cette catégorie du relativisme moderne, c'est-à-dire du sacrifice de l'absoluité sur l'autel de la modernité, on peut le dire comme ça. On appelle modernité l'âge qui n'est plus l'âge de la tradition. On peut ranger dans cette catégorie ce que
que Quentin Meillassoux a proposé de nommer le corrélationnisme. Le corrélationnisme, c'est une tentative centriste, si je puis dire, qui tente de maintenir l'absoluité, mais en la relativisant. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est l'œuvre de Kant. C'est l'œuvre de Kant. D'ailleurs, ça consiste à dire les structures de la connaissance sont absolues au regard de la constitution transcendantale du sujet humain. Voilà. Il y a une absoluité de la constitution transcendantale au sens où toute pensée rationnelle obéit au même système de catégories. Mais ce système de catégories ne donne aucune garantie que nous saisissons la chose elle-même. Donc le système catégoriel de Kant ne nous délivre pas des vérités à proprement parler. Il nous délivre des connaissances qui, au regard du système de la constitution subjective de l'expérience, seront dites absolues, entre guillemets, relativement à ce système en réalité. Donc on peut, nous dit Kant, avoir confiance dans la connaissance, c'est-à-dire du point de vue du sujet transcendantal tel qu'il est, personne ne pourra venir démentir les conséquences d'un savoir rationnel, mais ce savoir rationnel laisse de côté la chose en soi, c'est-à-dire il laisse de côté ce qui précisément est l'ambition de toute vérité, d'être absolu, c'est-à-dire d'être la chose même. Alors la chose même, nous dit Kant, ça, nous n'avons pas, nous n'avons que son élaboration relative finalement à la constitution transcendantale du sujet. Alors, Meillassoux appelle ça le corrélationnisme parce que ça veut dire que tout énoncé cognitif, toute connaissance, est en réalité corrélé à un sujet qui en constitue les conditions. Mais si c'est toujours relativement à un sujet qui en constitue les conditions que se déploie la connaissance, cette connaissance sera artificiellement universelle, si je puis dire. Elle sera universelle pour tout sujet ainsi constitué. C'est-à-dire pour tout sujet qui est un sujet obéissant aux catégories transcendantales de l'expérience. Mais ça ne nous dira rien, en fin de compte, sur ce qu'il en est de la chose elle-même, telle qu'elle est visée dans cette expérience. Donc le corrélationnisme est une position qui évite un relativisme absolu, puisque d'une certaine manière, la structure transcendantale du sujet peut être considérée comme la structure du sujet humain en général, donc il y a une universalité factuelle, quoi. L'animal humain, quand il accède à des connaissances, il peut les partager avec tous les autres, parce que tous les animaux humains sont fabriqués de la même manière. Ils ont le même transcendantal quant à la constitution de l'expérience. Mais vous voyez bien que c'est exactement ce qu'on peut appeler une transcendance relative. Et par conséquent, une absoluité qui est une absoluité elle-même non absolue. C'est une absoluité relative au système de ses conditions. Voilà. Dans tous les cas, on a une figure de l'adversaire qui relativise l'absoluité ou qui la dénie, et c'est là que s'introduit comme attribut fondamental de ce relativisme moderne la finitude. La finitude de l'existence, la finitude de l'expérience. Parce que tout est renvoyé aux conditions de la connaissance. Il y a des conditions variables de la connaissance, et ces conditions, précisément, font que toute connaissance est relative à un système de conditions. Toute connaissance, tout énoncé, toute culture, toute œuvre est relative à un système de conditions. Système de conditions qui, évidemment, rend impossible l'accès à une infinité effective. Parce que le système de conditions par lui-même est une clôture. Alors, en réalité, dans cette visée-là, on a trois types de conditions. Conditions qui introduisent les éléments de finitude. Il y a les conditions biologiques. C'est-à-dire la connaissance, l'expérience humaine est conditionnée par des structures biologiques fondamentales qui vont depuis la détermination corporelle jusqu'aux structures fines du cerveau, tout ce qu'on voudra, mais en définitive, comme tout commence avec l'expérience, l'expérience est relative en effet aux structures de réception qui sont celles du corps biologiquement constitué. Donc il y a des conditions biologiques qui déjà à elles seules, évidemment, sont une prescription de finitude
Et nous y reviendrons en particulier parce que parmi ces conditions biologiques, il y a la mortalité. Or, comme on sait, ça a toujours été un argument fondamental de la finitude, en faveur de la finitude, si je puis dire, que le fait que l'être est mortel, et que donc, finalement, nous sommes finis, notre existence est par essence une existence finie. Il y a les conditions transcendantales. Deuxième catégorie, au sens strict, c'est-à-dire au sens kantien. C'est-à-dire, nous pouvons connaître, mais cet acte cognitif est soumis, dans son universalité apparente elle-même, à des conditions systémiques qui sont communes à toute connaissance, mais l'empêchent, ces connaissances, d'être absolues. Par conséquent, le système des catégories transcendantales est un système de finitude également, qui nous rend impuissants d'accéder à ce qui, pour Kant lui-même, serait l'infini. L'infini divin, l'infini de la chose en soi, l'infini de l'esprit. Et enfin, il y a des catégories, ça c'est plus moderne, il y a des catégories culturelles. C'est-à-dire, il y a des conditions de culture qui font que les différents groupes humains sont finalement autant de systèmes d'interprétation. Et là, on va s'efforcer de montrer que, y compris la science, après tout, n'est jamais qu'une manie culturelle occidentale. Une manie qui a réussi, mais une manie qui a réussi, ça ne lui donne pas, la valeur naturelle, parce qu'il y a beaucoup d'autres dispositifs culturels qui, d'une certaine manière, ont réussi aussi, et qu'on peut créditer d'être des dispositifs stables. Donc, le relativisme moderne comme relativisme culturel est une sorte de transcendantal historique. C'est-à-dire qu'il y a des interprétations qui sont données par les systèmes culturels eux-mêmes, leur polymorphie, leur diversité, diversité qui mérite par ailleurs évidemment le respect. Alors ça c'est un point sur lequel nous reviendrons. Évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de vérité absolue, toute interprétation est respectable. La question de savoir quelle est l'interprétation vraie n'est pas codable. Alors il y aura au mieux des interprétations désagréables, des interprétations contestables parce qu'elles portent atteinte à quelque chose que votre propre interprétation juge inacceptable. Et vous restez dans le milieu de la discussion interprétative, de la discussion herméneutique concernant la valeur des dispositifs culturels contrastants. Alors évidemment, se cache derrière cela, presque inévitablement, la tendance d'un dispositif culturel à considérer qu'il est absolu. À savoir qu'il va stigmatiser l'autre dispositif culturel en tant que l'autre dispositif culturel ne respecte pas une des valeurs considérées comme fondamentales par le dispositif culturel central, celui qui se prétend central. Et vous voyez que sans aucune théorie de l'absoluité, ceci est une mystification. Ceci est une mystification, parce que vous ne pouvez pas, si tout est codé dans des dispositifs culturels déterminés, vous ne pouvez prononcer la supériorité de l'un d'entre eux qu'au nom de quelque chose qui est transcendant au dispositif culturel. Vous pouvez le faire à partir des valeurs de votre propre système culturel. Il faut montrer que ce système de référent culturel est effectivement universel. Mais s'il est effectivement universel, il n'est pas réductible à être au dispositif culturel. Donc on est dans un cercle vicieux qui n'a jamais gêné beaucoup les dispositifs culturels de proclamer leur supériorité sur tous les autres, et principalement le nôtre aujourd'hui, n'est-ce pas, qui, dans toute bonne foi, s'estime terminal, en quelque sorte, démocratique, égalité des femmes, etc., etc. Sauf que la question de savoir pourquoi ce système de valeurs est universel requiert inévitablement, à un moment donné, une théorie quelconque de l'absolu. Vous ne pouvez pas vous en dispenser. Alors, dernier point, cette adversité du relativisme moderne ouvre en réalité à la possibilité permanente d'un retour irrationnel au fidéisme, à la croyance. Alors, je voudrais expliquer pourquoi. C'est un point très important dans la conjoncture contemporaine. D'un côté, vous admettez que tout est relatif à un dispositif culturel, qu'il n'y a pas de vérité absolue, que finalement, on doit défendre le monde dans lequel on est, etc.
Mais d'un autre côté, vous êtes hanté par l'idée qu'il faut aussi affirmer la supériorité de votre dispositif culturel sur celui des autres. Alors comment arbitrer cette contradiction? C'est une dialectique, c'est une contradiction. Elle sera toujours arbitrée par l'idée que Kant lui-même avait parfaitement introduite, que certes, la connaissance et tout ce que nous pouvons faire est relatif à une structuration transcendantale, mais qu'il y a quand même quelque part une transcendance inconnue, mais une transcendance quand même. De là la possibilité de juxtaposer un relativisme et un pragmatisme complet avec un philéisme religieux inébranlable. Simplement, les deux choses s'articulent au point où l'absolu étant inconnaissable, il ne reste plus qu'à aller se réfugier quand même dans sa transmission traditionnelle. Exactement comme Kant dit, on ne peut pas connaître l'absolu, mais il y a quelque chose qui est absolu, c'est un impératif moral. Donc, nous avons une opération de transfert de l'absoluité des choses du côté d'un philéisme religieux et moral qui vient en quelque sorte doubler les limitations du relativisme lui-même. Et donc, on a en réalité, à terme, la combinaison extrêmement répandue d'une finitude cynique, c'est-à-dire que je suis dans mes intérêts, dans ma culture, et puis il n'y a que ça, mon interprétation vaut autant que celle des autres, et pourquoi pas plus. Évidemment, quand des interprétations s'équivalent, c'est la plus forte qui va être apportée. Donc, la finitude est toujours, en réalité, secrètement cynique, et il y a une finitude cynique, et puis à côté, il y a un moralisme sentimental. Voilà. Et cette juxtaposition de la finitude cynique et du moralisme sentimental, je vous propose de l'appeler la conception américaine du monde. Pour lui donner un nom. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est même quelque chose de très surprenant dans la société américaine que, alors qu'elle est régie de toute évidence par un cynisme concurrentiel absolu, est revendiquée comme telle avec une certaine honnêteté, je dois dire. Parce que tout le monde est convaincu que le loser, tant pis pour lui. Le perdant, on n'en a rien à faire, qu'il soit sacrifié. Tout le monde est convaincu que la réussite est le critère absolu de l'existence. Tout le monde est très fier d'être devenu milliardaire. Il n'y a pas de honte à ça, franchement. Mais tout ça est payé dans un cynisme invraisemblable. Puis à côté, il y a un traditionnalisme sentimental religieux extrêmement crispé, extrêmement brutal lui aussi, d'ailleurs extrêmement violent, qui vient se coller au pragmatisme cynique comme s'il en était le complément nécessaire. Et c'est pour ça que le triomphe du relativisme cynique, que finalement le monde capitaliste impose, puisque c'est la finitude du calcul, le monde capitaliste, c'est la finitude de l'intérêt privé, on y reviendra, c'est la question du compte. Et sinon, si grande soit votre fortune, que le but ultime de l'existence, elle n'est jamais infinie. On peut toujours compter le nombre de millions que vous avez. On est sous la loi du nombre. Il y a ça, et à côté, en quelque sorte, dans une corrélation qui consiste simplement à dire qu'au fond, le Dieu auquel on a un rapport de moralité sentimentale, que Dieu bénit tout ça. C'est à ça qu'il sert. Dieu est la bénédiction générale accordée au cynisme de la réussite. Si je réussis, Dieu l'a voulu. Il n'y a pas besoin. Donc, peu importe les moyens, finalement, je serai absous par les fins. Donc, cette conception est l'adversaire ultime, si vous voulez, de ce qui est stratégiquement tenté ici, à savoir la collusion ultime entre le cynisme de la finitude et la restauration de débris de la tradition, en l'occurrence de la tradition théologique. Il y a des morceaux de tradition qui servent de glu, de colle, de ciment subjectif à quelque chose qui en effet est par soi-même indéfendable et qui est le strict cynisme calculateur du triomphe de l'existence conçue comme une lutte bestiale pour parvenir. Alors, vous voyez en quel sens la finitude joue un rôle majeur dans cette affaire et pourquoi nous commençons en partie par là. C'est ce
que je voulais rappeler, mais en montrant ce qui était visé à travers cette problématique de l'infini. Alors, au fond, le but est d'abord de détacher complètement l'infini de la transcendance séparée. De montrer que l'infini n'est pas dans le registre de la séparation. Et d'introduire ainsi ce que je vous disais, c'est-à-dire la distinction entre exception et séparation. Alors, il y a plusieurs étapes dans cette démonstration qui est quelquefois subtile, mais nous avons commencé par ceci. Nous avons commencé par montrer quelque chose qui est au niveau presque sensible, qui est que l'infini n'a pas à être pensé dans le registre de la grandeur ou de la puissance ou de l'extension. Bien sûr, il peut avoir ces attributs, mais ce sont des attributs extérieurs. Pour penser effectivement ce qu'il en est du rapport entre fini et infini, il faut commencer par se débarrasser d'un imaginaire de l'infini comme ce qui est l'achèvement de la puissance ou l'achèvement de la grandeur. Et nous avons mobilisé la poésie la dernière fois, en la personne de Hugo, pour introduire à l'idée que l'infini peut être au contraire un simple point d'exception dans quelque chose de très grand. Et à l'infini, ça n'est pas la convocation de quelque chose de plus grand que ce qui est grand, de plus grand que toute grandeur. Ça, c'est son rabattement quantitatif qui existe, on en parlera, mais ça n'est pas sa définition, ça n'est pas son essence. Alors, dans le poème « Paroles sur la dune » que je vous ai lu et commenté la dernière fois, on voit bien que le chardon bleu des sables, qui vient à la fin du poème après une sorte de déréliction terrible, ce chardon bleu des sables est plutôt même précisément le fleurir du chardon bleu des sables. Je vois fleurir le chardon bleu des sables. Il est comme l'infinité du possible, ce fleurir qui est là comme exception, mais comme exception survivante et comme promesse de vie, de lumière et de couleur, dans un environnement qui est fait de monotonie et de douleur. En fait, il est l'infinité possible de l'acte, le fleurir du chardon bleu des sables, et il est ce qui va s'opposer, qui va opposer l'infinité de l'acte à la morosité de l'acceptation. Acceptation qui est l'acceptation de choses réelles, par ailleurs. L'immense acceptation de la douleur, de la mort, du monde tel qu'il est, de sa sauvagerie et de son indifférence. Alors, dans cette conception, vous voyez, l'infini n'est pas du tout une grandeur, il est une position. C'est-à-dire, dans le spectacle, une position que la poésie traite, comme elle le fait toujours, par une image. Dans un monde qui est présenté comme un monde douloureux, affaibli et voué à la mort, noir verrou de la porte humaine, comme il est dit dans le poème, noir verrou de la porte humaine, dans ce monde-là, une position particulière qui est le fleurir du chardon bleu, inscrite dans le panorama, mais comme exception à ce panorama, et la possibilité qu'autre chose existe que ce vaste monde tel qu'il est de façon dominante. Donc, c'est l'idée qu'un point peut contredire un monde. Un point du monde peut contredire le monde entier. Un seul point du monde peut contredire le monde entier. Ça, c'est une chose très importante. C'est un point parce qu'il est un point de possibilité. Il est un point de possibilité, il est comme une espèce de petit trou imperceptible dans le monde par lequel tout le monde peut disparaître finalement et s'anéantir. Cette idée, c'est pas étonnant que ce soit la poésie qui la traduise avec le plus de force. Cette idée qu'un point du monde peut équivaloir et même surpasser l'intensité du monde tout entier. Alors, si je l'ai amené, je voudrais vous lire. Oui, voilà. Donc, vous voyez, là, on a un infini qui est un infini de position. Alors, je vous lis maintenant, je vous lis, et je vous commente légèrement l'autre poème de Hugo,
que j'avais choisi, et qui est le suivant. Il s'appelle la source. La source tombait du rocher, goutte à goutte, à la mer affreuse. L'océan fatal à nocher lui dit: que veux-tu, pleureuse? Je suis la tempête et l'effroi. Je finis où le ciel commence. Est-ce que j'ai besoin de toi, petite, moi qui suis l'immense? La source dit au gouffre amer: je te donne, sans bruit ni gloire, ce qui te manque, ô vaste mer, une goutte d'eau qu'on peut boire. Voilà. Alors, cette magnifique petite phrase, vous voyez que là, dans le début du poème, l'océan va être la métaphore, au fond, du Dieu terrible. La métaphore du Dieu terrible. Il y a ce qui est puissance, ce qui est violence. Il se présente lui-même comme effroi, ce qui suscite l'effroi. Et il est récapitulé comme si c'était lui l'infini, en vérité, le faux infini pour Hugo. Il est récapitulé comme s'il était grandeur et autosuffisance. Est-ce que j'ai besoin de toi? Il n'a besoin de rien, l'océan, croit-il. Il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Il est grandeur, immense, vaste. Donc il est simultanément la métaphore de la dimension, de la grandeur, et la dimension du pouvoir. Et tout ça est récapitulé dans l'idée que va introduire la source, de l'idée de sa gloire. Et qu'en réalité, l'océan est ici la métaphore de la représentation de la transcendance comme gloire. Et à cette représentation de la transcendance ou de l'infini comme gloire, la source va opposer quoi? Ben, elle va opposer son inexistence apparente, sans bruit ni gloire. Elle n'est presque rien. Elle est un point minuscule, goutte à goutte. Elle est une goutte presque insaisissable au regard évidemment de l'immensité de l'océan. Et elle va aussi être une promotion de l'un à la place de l'immense. Goutte à goutte. Je te donne une goutte d'eau qu'on peut boire. Elle va être au fond un point d'infinité, au sens strict. Une goutte d'infini vrai. Alors pourquoi c'est l'infini vrai? Eh bien parce que c'est la possibilité infinie de la vie qui est métaphorisée dans la goutte d'eau qu'on peut boire. C'est une proposition effective faite aux vivants, à tous les vivants possibles, et non pas quelque chose comme une grandeur inerte et menaçante, comme l'est l'océan. Et elle va prendre appui, cette goutte, qui est comme un point d'infinité et de possibilités vivantes par rapport à l'inertie furieuse et à la malédiction de l'océan, elle va prendre appui sur la question du manque. Ah, ça, c'est important. La goutte d'eau va dire: je te donne ce qui te manque. Ce qui te manque. Et vous voyez bien qu'il suffit de dire que quelque chose lui manque à l'océan pour que sa proposition soit défaite. Puisqu'il a dit: mais j'ai besoin de rien, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Mais elle va lui dire: si, il te manque quelque chose. Et par ce petit trou du manque, la grandeur de l'océan va être entièrement destituée. Et au fond, on a la situation dans laquelle la réponse de la source à l'océan est la réponse par le manque à l'excès de suffisance. Je n'ai pas besoin de toi, a dit l'océan. Et ça, c'est un excès, parce qu'il ne sait pas, il prétend n'avoir besoin de personne. Il prétend être autosuffisant. Et à cette autosuffisance, la goutte va objecter qu'il y a un manque, et que ce manque, finalement, est le manque de l'infini lui-même, puisque c'est le manque de la possibilité universelle de la vie, la goutte d'eau qu'on peut boire. Nous avons donc là, et c'est une chose tout à fait importante, dans le rapport entre fini et infini, nous avons une dialectique sous-jacente qui est la dialectique du manque et de l'excès.
et qui nous invite à une précaution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas justement mettre l'infini univoquement du côté de l'excès, comme en général il est mis. Parce que l'infini, c'est ce qui est très grand, et c'est ce qui est en excès sur n'importe quoi, etc. Il est frappant de voir que là, l'infini est du côté du manque et pas du côté de l'excès. C'est-à-dire, c'est au point où quelque chose manque, fait défaut à l'excès lui-même, que s'institue le point d'infinité. Alors, vous voyez, on a là une position de l'infini que je propose d'appeler l'infini point. P-O-I-N-T. L'infini point. Et cet infini point est une instance fondamentale à reconnaître parce qu'elle est celle qui détermine la dialectique entre fini et infini comme n'étant absolument pas une infinie d'enveloppement par la grandeur. Et l'infini n'est pas ce qui enveloppe le fini par sa propre grandeur. Il peut tout à fait être exactement au contraire une position infime là où quelque chose vient à manquer à l'arrogance de l'infini prétendu. Et ça, c'est, comme je vous l'avais dit la dernière fois, le repérage poétique de ce point est spectaculaire chez Hugo, mais beaucoup de poèmes reposent là-dessus. Beaucoup de poèmes consistent à faire sortir de la situation l'humilité comme infinité, c'est-à-dire l'inexistant comme infinité. Et ce point, cette corrélation entre l'inexistant et l'infini, c'est une chose tout à fait essentielle que nous avons, pour ceux qui ont suivi mon séminaire, maintes fois examiné sous différents aspects, et qui permet de conclure que dans une situation quelconque, il faut toujours faire très attention à ce qui inexiste dans la situation, et non pas seulement se contenter de ce qui existe. Là, c'est la même chose. L'océan se contente de sa propre existence. Il n'a même pas vu qu'il lui manquait finalement tout. Il lui manquait tout du point de vue de la continuité de la vie. Nous appelons ça l'infini point. Alors, pour retravailler sur l'infini point, on va faire une bascule quand même un peu là du poème au baptême, et on va passer de la goutte d'eau au nombre. Alors, demandons-nous, à l'intérieur de la problématique qu'est la nôtre, demandons-nous de façon extrêmement simple ce que c'est exactement que la suite des nombres entiers, des nombres ordinaires. 1, 2, 3, 4. Alors, comme vous savez, le nombre entier est une véritable allégorie dominante de la finitude. Et il est au point que notre monde, en tant que monde de la finitude, est de part en part sous la loi du nombre. Il est sous la loi du nombre économiquement, ça c'est quand même très clair. On passe son temps à compter. On passe son temps à compter au point même que des disparités de compte peuvent susciter des émois et des ébranlements inimaginables. Le déficit budgétaire, par exemple. Un nombre négatif. Un nombre négatif sème l'effroi, comme l'océan de Hugo. Mais lui, il sème l'effroi parce qu'il déclare qu'il lui manque des sous. Le déficit budgétaire. Donc, mais c'est partout pareil. L'achat et la vente, c'est évidemment omniprésent, c'est une affaire de compte, et la politique aussi, puis c'est une question de majorité. La majorité, c'est qu'un nombre est plus grand qu'un autre. On peut lui donner le sens qu'on veut, mais à la fin des fins, c'est quand même ça, c'est qu'un nombre est plus grand qu'un autre. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Nous ne sommes plus même en état de le voir, tellement c'est évident. C'est que la socialité universelle est une socialité entièrement pétrie, régie et dominée par la numéricité, par le nombre. C'est si important que, par exemple, il y a une structure quasi comique qui est la différence d'évaluation des manifestations par les manifestants et par la police. Là, c'est la guerre du nombre, là. En général, c'est du simple au double à peu près.
Et finalement, tous les esprits raisonnables, comme les journalistes, prennent la moyenne des deux. Donc vous additionnez la police, le nombre de manifestants selon la police, puis le nombre de manifestants selon les manifestants, et puis vous divisez par deux, et puis ça doit être à peu près ça. Mais tout ça nous invite à nous demander un peu qu'est-ce que c'est finalement le nombre. Pas pour son intérêt arithmétique, qui est très grand comme nous savons, mais parce que véritablement c'est une composante idéologique majeure, le nombre. On pourrait même dire que la démocratie, c'est la société du nombre. Très largement, c'est la société qui demande que toute chose puisse être en définitive présentée, exhibée ou échangée en fonction d'un nombre. Par en dessous, il y a le nombre fondamental qui est la circulation monétaire. Mais la circulation monétaire a entraîné petit à petit une invasion générale par le nombre dans tous les niveaux de l'existence. Alors, donc, en ce sens, la suite des nombres entiers, c'est un point de repère fondamental sur la finitude. Parce que nous pourrions soutenir que la finitude dans la société contemporaine, en fin de compte, c'est la finitude du nombre entier. Voilà. C'est la finitude de ce qui se laisse compter. C'est-à-dire de tout ce qui a positivement un prix numérique, positif ou négatif. Et non, qu'est-ce que c'est exactement qu'un nombre? Vous voyez que, fondamentalement, un nombre, c'est ce qui succède à un autre nombre, et qui est lui-même le prédécesseur d'un troisième. C'est ça, un nombre. L'opération constitutive qui constitue la numéricité, c'est en réalité la succession. Ça, c'est très important à voir. Il y a ce qui garantit qu'on peut comparer les nombres. C'est à la base ceci que tout nombre est le successeur d'un autre et le prédécesseur du suivant. Et la différence de deux nombres, c'est une différence de nombre de successions. Et là, vous allez passer de 4 à 7, ben, il faut voir que vous êtes passé de 4 à 5, de 5 à 6 et de 6 à 7. Donc vous avez 3 étapes de la succession, ce qui veut dire que 7 moins 4 égale 3, mais en fin de compte, du point de vue de la genèse numérique, c'est la succession qui est l'opération majeure. Et alors, il y a une remarque qu'il faut tout de suite faire, qui est très, très importante pour notre propos, c'est que si vous prenez un nombre, il est le nombre de ses prédécesseurs. C'est-à-dire 7, c'est le 7e nombre. Donc un nombre est le nombre de ses prédécesseurs. Et par conséquent, en tant qu'un nombre est fini, et ils le sont tous, il est fini parce que on peut le représenter comme le nombre compté des opérations de succession qui y conduisent. Bon, si c'est un nombre supérieur à 1 milliard, il faudra compter longtemps. Mais on sait abstraitement que ça veut dire qu'il y a 1 milliard de successions, d'opérations de succession qui permettent de passer de 0 à lui. Donc vous voyez, les prédécesseurs, c'est la finitude elle-même. C'est un peu comme si on disait que la finitude humaine, c'est le fait qu'il y a des ancêtres en nombre fini, certainement. C'est-à-dire qu'on est le énième d'une filiation. Nous reviendrons sur cette connexion entre nombre et héritage. Alors là, c'est terrible. Mais, par contre, le nombre des successeurs est infini, quel que soit le nombre. Ce sont des remarques banales, mais extrêmement profondes dans la nature ultime. Parce que vous voyez bien que si grand que vous preniez un nombre, ben, il y en a une infinité après. Puisque vous pouvez continuer l'opération de succession sans limite particulière. Donc un nombre, c'est un élément d'une succession infinie, en vérité, enfin, de la possibilité d'itérer la succession de façon infinie, tel que tout nombre particulier est en réalité l'entre-deux d'un fini et d'un infini.
C'est-à-dire qu'avant 7, il y a 7 nombres, et après 7, il y en aura une infinité. Et si vous prenez 3 milliards, c'est pareil. Avant 3 milliards, il y a 3 milliards qui est fini, mais après 3 milliards, vous pouvez continuer sans limite. Donc le fini numérique, c'est une coupure entre le fini des prédécesseurs et l'infini des successeurs. C'est un point tel que c'est fini avant, c'est infini après. Par conséquent, le fini numérique est en réalité un certain rapport du fini et de l'infini. Il n'est pas vrai qu'il soit purement intelligible par le seul fini. En réalité, quand vous manipulez les nombres comme si, et uniquement en tant qu'ils sont finis, vous ne prenez qu'un versant de leur existence, c'est-à-dire le versant qui précède. C'est ça qui est la finitude à proprement parler. Mais vous laissez de côté la possibilité d'une infinité qui est l'infinité des successeurs. Si vous dites 7, en fait, vous pensez qu'il y a 7 éléments, c'est tout. Vous ne pensez pas à l'infinité qu'il y a après. Cependant, cet infini qu'il y a après est absolument essentiel dans la définition du nombre. Parce qu'il faut pouvoir dire qu'après 7, il y a 8. Et ainsi de suite. Il faut pouvoir le dire. Mais cette possibilité, puisqu'elle est illimitée, elle touche à l'infini. Et ça, tout simplement parce qu'en effet, un nombre, c'est une césure entre quelque chose de fini et une infinité. De là que, en fait, la finitude numérique est un oubli du possible. C'est un oubli du possible en tant que le possible, même numérique, est déjà infini. Il y a la possibilité des successeurs. La possibilité des successeurs est une possibilité ouverte. Elle n'a pas de clôture particulière. Et par conséquent, on dira que le nombre est l'emblème de la finitude, non pas seulement parce qu'un nombre entier peut être dit fini par sa composition, mais surtout parce que le maniement du nombre est l'oubli de l'infinité potentielle à laquelle il ouvre et sans laquelle il n'existerait pas. Donc, la numéricité monétaire, marchande, comptable, électorale, etc., c'est une décision de finitude. C'est une décision de finitude au regard qui a pour corrélat l'oubli de la présence latente de l'infini dans tout nombre. Présence latente de l'infini dans tout nombre qui est, soit dit en passant, pour circuler aussi vers la poésie, qui est le problème numéro 1 de Mallarmé. La poésie de Mallarmé bâtit très largement sur le fait qu'en réalité, il y a un infini latent dans tout nombre particulier. Et c'est pourquoi jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Jamais un coup de dé n'abolira le hasard, un coup de dé va vous donner un nombre, mais qu'il n'abolira pas la possibilité hasardeuse que ce nombre soit un autre, justement, puisque aucun nombre ne peut les récapituler tous. Donc, nous circulons là dans une zone où l'on peut conclure que, même dans l'ordre du nombre, la primauté de la finitude numérique est une décision, ou une conviction, ou, pour employer un vieux mot, une idéologie. Et la finitude numérique, c'est une idéologie. Cette idéologie, comme toute idéologie, elle est fondée sur un oubli. Une idéologie, c'est toujours quelque chose qui oublie une composante du réel. En l'occurrence, là, l'infinité de la succession. Donc ça, c'est le premier temps. Alors maintenant, supposons qu'il existe un nombre tel que tous les nombres entiers le précèdent. C'est-à-dire, supposons qu'on introduise une clôture de l'infinité potentielle qui définit le nombre. Appelons cette fiction provisoire, appelons-la oméga. Parce que tout le monde l'appelle comme ça. Donc appelons-la oméga. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe?
C'est-à-dire, en gros une décision qui a été prise au XIXe siècle, elle n'est pas vieille. Hein. Elle a été prise de façon formelle par Cantor, mais c'est une décision qui sera connue comme la décision d'admettre l'infini actuel, et pas simplement l'infini potentiel. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus. Vous avez remarqué que l'infini des successeurs est un infini potentiel. C'est une infinité qui est le lieu de la possibilité de continuer la succession. Donc c'est l'infinité d'une possibilité. Si vous la bouclez, et si vous mettez oméga au bout, vous avez quelque chose un phénomène nouveau. Et vous avez un phénomène qui va totaliser, en quelque sorte, la succession elle-même. Il restera un horizon infini de succession, mais finalement il y aura un point, un infini point, de nouveau, très spécial, oméga, qui sera un infini tel qu'il surpasse la succession elle-même. Alors, finalement, on peut concevoir à ce moment-là que ce que l'on a nommé, c'est le lieu de la succession. Puisque oméga, c'est l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui succèdent, en tant que lui ne succède pas. Et vous l'avez mis au-delà de la succession, et rétrospectivement, il cumule la succession tout entière. Donc, il est quoi? Eh bien, il est là où ça succède. Il est la récapitulation, le lieu fondamental où la succession continue d'opérer. Puisque tous les nombres entiers vont être des éléments d'oméga, et on aura n appartient à oméga, et n plus 1 appartient aussi à oméga, etc. Mais donc les successions vont toutes être dans le lieu oméga. Donc, on peut considérer que oméga, c'est ce qui, n'étant pas un successeur, constitue le lieu de la succession. Alors nous appellerons ce type de chose un infini lieu. Un infini lieu, distinct de l'infini point, même si oméga est un point. Mais c'est un point qui retotalise l'ensemble de la succession dans la figure d'un infini lieu. Alors l'infini lieu, on peut le définir très simplement. C'est un terme qui est exclusif de la succession, il ne succède pas, mais il est aussi ce en quoi la succession insiste. Donc il est l'insistance non successive de la succession. Il est l'insistance non successive de la succession. Et donc, il est simultanément, peut-on dire, en position de point dans son existence, décidé, un point qui boucle l'horizon de la succession, et il est aussi rétroactivement comme l'espace de la succession elle-même. Parce que si on demande où ça succède, où est cette succession, on répondra, elle est dans oméga. C'est là qu'elle est. Et naturellement, oméga ne succède pas à lui, puisqu'il est le lieu de la succession. Donc, nous pouvons distinguer un infini point et un infini lieu, déjà. Mais ce n'est pas les seules fonctions possibles d'oméga, parce qu'on peut dire aussi tout à fait autre chose d'oméga, c'est qu'il est une limite. C'est-à-dire qu'il est comme le point limite de la succession tout entière. Non pas seulement son lieu, mais aussi son horizon. C'est-à-dire que la succession se dirige vers oméga, qu'elle n'atteint jamais. Mais c'est comme l'horizon. Oméga va toujours être là, mais vous pouvez prendre les nombres entiers les plus grands que vous voulez, ils sont toujours aussi loin d'oméga, puisque après le, il y en a toujours une infinité. Donc là, on dira que oméga est aussi une infinité d'horizons. Et nous voilà donc en possession de trois caractérisations possibles de l'infini au même point, oméga. Trois approches de l'infini.
soit l'infini est donation comme infini point d'une possibilité que les autres termes de la situation ne contiennent pas, donc il est un point d'exception. Ça, c'est la source, c'est le chardon bleu des sables. Ou bien il est un infini lieu, c'est-à-dire un infini qui désigne là où il y a succession, sans lui-même succéder. Soit il est un infini d'horizon, c'est-à-dire une position limite, qui est ce vers quoi tend la situation, mais sans jamais l'atteindre. Donc, infini point, infini lieu, infini d'horizon. Trois déterminations possibles d'oméga lui-même, à lui tout seul. Exemple, donc, particulièrement fécond. Mais on peut encore dire autre chose. On peut encore dire autre chose parce qu'évidemment, tout le monde dira, mais est-ce qu'on ne peut pas continuer après oméga? Il ne succède pas, mais est-ce qu'on peut lui succéder? Considérons oméga plus 1, après tout. Pourquoi pas? Donc, rien ne s'oppose rationnellement à ça, absolument rien. Donc, on peut parfaitement définir un successeur de oméga. Oméga plus 1. Et puis, on va recommencer. Oméga plus 2, oméga plus 3, etc. Donc, on va réouvrir une succession. Mais, regarde, notez bien qu'on réouvre une succession qui va aller jusqu'à, en fait, oméga plus oméga, après quoi on pourra encore continuer. On va réouvrir une succession, mais au prix d'avoir un terme qui, lui, ne succède pas, à savoir oméga. Il a un successeur, mais lui, il ne succède pas. Donc on peut aussi dire qu'un infini peut être un point de césure entre deux successions. D'abord la succession qui va de 0 en tendant vers oméga, puis celle qui commence par oméga, et puis oméga plus 1, etc., etc. Dans ce cas-là, oméga, vous le voyez, est à la jointure de deux successions. Alors ça, c'est ce qu'on appellera l'infini intervallaire. C'est-à-dire l'infini qui est une ponctuation infinie entre deux finitudes, finalement. Parce que, en un certain sens, oméga plus 1 est infini, si l'on veut, parce qu'il est plus grand que oméga. Mais en un autre sens, il est strictement un successeur. Donc, du point de vue de la loi des choses, il est absolument dans la finitude. Simplement, c'est une finitude située un peu en haut, quoi. Mais mécaniquement, on retombe dans le mécanisme de la succession. Et donc, l'infini intervallaire, c'est l'infini qui, étant à la fois infini point, infini lieu, infini d'horizon, n'en est pas moins aussi le support possible d'une nouvelle succession. Alors, ça c'est très intéressant parce qu'on pourrait donner des tas d'exemples. On pourrait dire que, par exemple, une révolution, c'est typiquement ça. C'est évidemment un point limite dans l'histoire. C'est un infini point. Ça a lieu à un moment donné, ça peut être très bref, etc. Mais d'autre part, ça interrompt la tradition antérieure. Donc c'est au-delà de cette tradition. Mais par ailleurs, on peut aussi dire que ça commence une nouvelle séquence historique qui va à son tour constituer sa propre tradition. Donc on pourrait tout à fait dire que c'est un exemple d'infinité intervallaire cumulant les caractéristiques de l'infini point, de l'infini lieu et de l'infinité d'horizon. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que on peut reformuler tout ça, au fond, dans un lexique plus immédiatement philosophique. De quoi s'agit-il? En vérité, nous partons d'une finitude de répétition. La succession, c'est l'opération mathématique, arithmétique. Mais vous voyez bien que l'acte de succéder se répète, lui. Et quand vous passez de n à n plus 1 et de n plus 1 à n plus 2, c'est la même opération, à savoir ajouter 1. Donc, on peut traduire la succession arithmétique, de façon générale, en un mécanisme de répétition. Alors, on prendra ça à un niveau plus général en disant, finalement, nous sommes là dans la structure
Nous avons déjà parlé de la finitude comme répétition. Et en vérité, à ce moment-là, l'infini va se présenter comme interruption de la répétition, puisqu'il est ce qui ne succède pas. Donc si on transfère dans un registre plus général l'exemple arithmétique, on dira ce type d'infini, là, c'est un infini qui est en position d'interruption de la répétition. Mais si on suit l'exemple, on voit que cette interruption de la répétition peut aussi être l'ouverture d'une autre répétition, d'une seconde séquence de la répétition. À savoir, si vous prenez oméga, vous faites oméga plus 1, oméga plus 2, etc. Finalement, vous allez de nouveau faire une répétition qui en plus est à peu près la même que la précédente. Donc, un infini intervallaire peut être l'appui d'une répétition de la répétition. Là. C'est donc un infini qui est à double fonction. Il est l'infini qui interrompt, mais il est aussi l'infini qui ouvre à la possibilité de recommencer. Donc finalement, nous avons 4 fonctions de l'infini dans l'inventaire que nous en donnons pour l'instant. Il y a l'infini point, qui est une intensité locale, comme ça, de façon très simple, une intensité locale qui ouvre à une possibilité inaperçue ailleurs. Nous avons l'infini lieu, qui est de définir le socle ontologique de la répétition elle-même. C'est-à-dire, où est-ce que la répétition répète? Où est-ce que la succession insiste? Nous avons l'infini d'horizon, qui est quelque chose qui est à la limite. Et puis nous avons la position intervallaire, qui peut assumer les 3 autres, mais qui, quand même, une fois qu'on a recommencé, met l'infini en position d'être l'intervalle de 2 répétitions. Et, en fin de compte, c'est au regard de ces 4 fonctions que nous pouvons redéfinir ce qu'il en est de la finitude. Voilà, c'est là que je voulais revenir dans le procès de la finitude. Et la finitude, comme idéologie contemporaine, consiste à dénier la vitalité existentielle, voire l'existence tout court, de ces 4 fonctions. Alors, et ça, nous tenterons d'en donner des exemples la prochaine fois, mais le schéma est assez simple. La finitude consiste à dire d'abord que l'infini point est en réalité insignifiant. C'est l'insignifiance de l'infini point. Qu'on pourrait appeler dans ce cas la finitude quantitative. Il y a l'infini point parce qu'il est un point imperceptible, humble, inexistant de la situation, doit être cantonné dans son insignifiance. C'est comme si, par exemple, à propos du chardon bleu des sables, on demandait combien il se vend. Voilà. Ça, c'est tout simplement le déni au nom du quantitatif général de l'intensité en exception. Autrement dit, là, la finitude consiste à dire il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Ce qui, dans notre monde, se dit tout a un prix. C'est ça que je disais, ah oui, un chardon bleu du sable, combien ça coûte? Quelle valeur? Est-ce que je peux alors acheter le terrain et faire une culture de chardon bleu des sables? Est-ce que j'ai des chances d'être bénéficiaire, de devenir le trust mondial du chardon bleu des sables, d'appeler mon association le bleuet industriel? Non, mais ça se passe comme ça, les choses, très souvent. Et que la captation de ce qui, en réalité, est un point d'exception, par la réduction de ce point d'exception à une normalité ambiante, est une opération capitalistique essentielle. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises capitalistes sont effectivement fondées sur le repérage d'un point d'exception. Et elles le transforment en nouveauté marchande. Voilà. Et ça, c'est la meilleure manière de l'anéantir.
c'est la manière de le dénier, c'est-à-dire de dire qu'en tant qu'il se prétendait exceptionnel, il était insignifiant, et qu'on va montrer qu'il l'était en le transformant en une marchandise comptable comme les autres, et laquelle va se déformer. Parce qu'on imagine bien qu'au bout d'un certain temps, le chardon bleu industriel, il est un peu gros, un peu gras, et il n'a plus justement sa beauté sur la dune, c'est évident. Hein. Mais ça fait rien, il est quand même l'héritier, à la fin des fins, il est l'héritier en finitude de son infinité. Vous voyez bien ça. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de recouvrir de finitude l'infini lieu. Deuxième signification. Ça, c'est une opération que nous essaierons d'étudier de près, qui est assez compliquée. Il y a en fait deux manières de se débarrasser de l'infini lieu, de l'infinité comme soubassement ontologique de la répétition, de la tradition, du conte, etc. C'est-à-dire de renforcer l'oubli de l'infini dont je parlais. L'oubli du fait que, si grand que soit un nombre, en réalité, il n'est pas grand-chose, parce qu'il y a une infinité après, et que le nombre n'est intéressant que parce qu'on oublie cette infinité. Évidemment, quelqu'un qui est très riche, si on lui dit, oui, ben, finalement, qu'est-ce que c'est 3 milliards? Il y a une infinité, il y a une infinité après, c'est rien du tout. Au regard de l'infini, vous êtes pauvre, mon ami. C'est bien vrai. Vous êtes à peine plus riche que celui qui a 1000 euros. C'est pas insignifiant. Alors, il faut donc faire disparaître ça. C'est une opération sur laquelle notre société est très vigilante, faire disparaître les potentialités infinies, les infinis que le nombre lui-même laisse entrevoir au-delà de lui, et qui sont ici codés comme uniquement dans la forme de « eh bien, je vais avoir un nombre supérieur à celui-là ». Mais le nombre supérieur à celui-là, on va se réclamer sa finitude. Il va être comparable au nombre qu'on domine. Ça, c'est la concurrence. La concurrence. Je gagne plus que mon rival. Et vous voyez bien qu'au regard de l'infini, ça n'est rien, ce plus. Donc il faut évidemment faire oublier l'infini potentiel, absolument, il faut le faire disparaître. Et là, cette opération, il y a deux formes principales. La première, la plus simple, c'est de dire, en réalité, dans cette affaire, il n'y a pas d'ontologie du tout, il n'y a que de la relation. C'est-à-dire, il n'y a que les relations entre nombres, c'est tout. Il n'y a pas d'être de ça, il n'y a pas d'infinité potentielle, il n'y a rien, il n'y a que la relation pure. Là, il faut toujours se méfier des entreprises philosophiques qui valorisent la relation au détriment de l'être. Ça, c'est une chose que je soutiens fortement, en particulier contre les Deleuziens. C'est-à-dire que l'hypertrophie de la pensée de la relation comme étant le cœur de la philosophie est périlleuse parce qu'elle est en partie grandement homogène au monde comme il va. Et que vous daignez qu'il y ait un être, que vous daignez qu'il y ait quelque chose d'autre que des relations, mais ça, d'une certaine manière, ça fait partie des opérations qui oblitèrent l'infinité potentielle des transformations, des créations, etc. Et donc, cette opération est absolument générale. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas d'absoluité, il n'y a jamais que des choses dont le prix est supérieur à d'autres. Voilà. Et donc, la valeur, bien nommée, la valeur est quantifiable, et il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Mais vous voyez que dire qu'il n'y a que, finalement que des choses qui valent mieux que d'autres, c'est tout réduire à des relations. Donc vous ne trouverez jamais la chose qui est intrinsèquement et intégralement valable. Et il n'y aura jamais que des valeurs relatives. Et ça, c'est réduire l'opération numérique au relationnel pur. Comme si, d'une certaine façon, les nombres, ça n'était rien d'autre que la relation d'inégalité. Comme si l'égalité et l'inégalité, c'était la stricte loi du nombre, sans qu'il n'y ait rien qui soit en soubassement de tout ça, comme si, au fond, la multiplicité en tant que telle n'existait pas, si vous voulez. Comme si une multiplicité n'était rien d'autre que la comparaison avec une autre multiplicité, que la relation différentielle
avec une autre multiplicité. Mais il y a un moment où si on se confie trop à la différence, on sombre inéluctablement dans une forme de relativisme. Parce qu'il n'y a pas de point d'arrêt, il n'y a pas de cran d'arrêt. Donc la différenciation relative, et si elle est omniprésente, interdit absolument tout accès à l'absoluité. On pourra simplement avoir à se contenter du fait que telle chose est plutôt mieux que telle autre. C'est d'ailleurs exactement dans cette ambiance que se situe la mentalité politique dominante. C'est ce qui la rend si molle. Hein. C'est que, au fond, aucun politicien ne prétend que son système de valeurs est radicalement autre que celui de l'autre. Il va simplement dire que c'est mieux, que c'est comparativement mieux. Et en plus, quand il est au pied du mur, le mieux est tout petit. C'est-à-dire que c'est plus un ou plus un demi. Enfin. Et naturellement, parce que d'une certaine façon, l'idée d'une grande différence est toujours une idée obscure. C'est une idée floue. Et comme il n'y a pas de soubassement ontologique à la chose, il n'y a pas de norme effective qui permet de réguler le différentiel, autre que le fait qu'il circule partout. Donc ça, c'est la première manière de faire oublier, en quelque sorte, l'infini lieu. Une deuxième manière, alors, beaucoup plus subtile, parce qu'elle a quand même des conséquences scientifiques, elle n'est pas seulement sociale, politique, etc., c'est de dire que tout ce qui est infini peut être recouvert par des procédures finies. C'est-à-dire que, si infini que ça soit, on peut trouver un autre système équivalent qui va permettre de recouvrir ça comme par un dallage de finitude, si vous voulez. C'est l'opération que j'appellerais l'opération de recouvrement. Alors le recouvrement, c'est de faire disparaître l'infini, non pas par une simple négation relationnelle, mais en montrant que tout est une question de paramétrage. C'est-à-dire, avec d'autres paramètres, il faut prendre la même infini, et puis s'apercevoir que des procédures finies permettent de le recouvrir. Et l'exemple mathématique peut-être le plus simple, c'est ce que c'est qu'en topologie une topologie compacte. Enfin bon, on n'entre pas dans les détails. Grosso modo, la compacité en topologie, ça veut précisément dire que si vous pouvez recouvrir quelque chose par une infinité d'ensemble, alors vous pouvez toujours aussi le recouvrir par une quantité finie de même ensemble. C'est la définition de la compacité. C'est-à-dire extraire de tout recouvrement infini de quelque chose un recouvrement fini. Et alors ça, je dirais volontiers que l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est que tout est compact. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'infinité qui puisse échapper à son recouvrement par un pavage fini. Ce qui est une manière subtile de projeter sur la pensée en général, finalement, la thèse que tout a un prix. La thèse que tout a un prix veut dire aussi que vous pouvez recouvrir tout ce qu'on vous propose d'un dallage monétaire qui, par définition, en tant que dallage monétaire, est fini. Alors ça peut d'ailleurs comporter des opérations très complexes. Très complexes. Alors il y a un théorème de théorie des ensembles tout à fait étonnant là-dessus, qui porte exactement, mais je ne vous en dirai pas plus, sur les conditions dans lesquelles il est vrai qu'on peut recouvrir l'infini par ce type de finitude. L'infini sera pris en un sens sur lequel nous reviendrons. Fini n'est pas pris au sens c'est petit, le fini est pris au sens c'est constructible. C'est-à-dire ça se laisse dominer par des opérations précises en nombre fini. Donc c'est constructible. Alors, il y a un théorème qui cherche les conditions dans lesquelles il serait vrai que cette opération de la finitude serait vraie. Les conditions dans lesquelles on pourrait recouvrir finalement tout ensemble fini par des ensembles constructibles. Et ce qui est absolument formidable, c'est qu'on tombe sur un infini point.
c'est-à-dire d'un infini point, qui s'appelle 0 dièse. Dièse, c'est pour dire qu'il est un demi-ton. C'est un infini point qui, et on démontre que si cet infini point n'existe pas, eh bien c'est vrai. On peut recouvrir pratiquement toute infinité par un pavage constructif. Par contre, si cet infini point existe, on ne le peut pas du tout. C'est-à-dire, les infinis s'écartent énormément de tout pavage constructif. C'est un théorème dont la démonstration occupe 80 pages en général, donc je ne vous en dirai pas les détails, en tout cas ce soir. C'est un théorème très difficile. C'est un théorème très difficile, mais je voudrais vous communiquer le sentiment de sa profondeur, en laissant de côté tous les détails techniques considérables. C'est un théorème extrêmement profond. En réalité, c'est ce théorème qui met en jeu la question des transcendances immanentes. C'est-à-dire le point de transcendance identifié. Et au fond, le théorème dit, si cette chose-là existe, alors on ne peut pas recouvrir tout infini par une finitude constructive. Il dit ça. Alors, évidemment, la bataille va être sur l'existence du point. Les constructivistes vont dire ce point n'existe pas, c'est tout, et donc on peut recouvrir. Et ils vont arguer de ce que ce point est transcendant. Mais si vous admettez une théorie dans laquelle ce type de point est interne à la théorie, vous allez construire une immanence dans laquelle ce point est transcendant, mais au sens où j'ai dit au début, il est transcendant en immanence à la théorie. Donc une bataille sur la théorie elle-même. Donc une bataille sur l'idée à la fin des fins. Une bataille sur l'idée ontologique à proprement parler, c'est-à-dire sur l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un multiple, et est-ce que les conditions de définition du multiple permettent de tolérer l'existence de cette entité qui est, d'une certaine manière, le chardon bleu des sables du désert ensembliste. Et alors, est-ce qu'on peut le voir, ou est-ce qu'on ne le peut pas? Enfin, ça ne va pas être démontrable, on va être au point d'un choix d'ouverture ou de fermeture de l'écart entre l'infinité et la finitude. Mais vous voyez, la procédure mathématique elle-même, là, va au cœur de la question en isolant une condition de transcendance apparente pour que l'infini ait une autonomie au regard de tout recouvrement possible par des opérations normatives, en définitive relevant de la finitude. Le recouvrement. Et on peut montrer que une grande partie de la propagande, et c'est pour ça que c'est intéressant ce théorème, c'est un théorème sur la propagande. Une grande partie de la propagande, sur quelque situation que ce soit, consiste en réalité à proposer un recouvrement. Ça, je crois que c'est absolument démontrable. Et la propagande n'est pas une affaire immédiatement de vérité ou de mensonge. Ça, c'est dérivé, ça. À combien il faut mentir, ça dépend de la situation. Quelquefois, on peut mentir très peu et aboutir à une conclusion particulièrement erronée. Donc, c'est pas la question. La question de la propagande, c'est la question de proposer pour une situation qui risquerait d'être interprétée comme une infinité nouvelle. Chose terrifiante. C'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas de prix. Vous voyez, l'apparition quelque part de quelque chose qui n'aurait pas de prix. Et d'une valeur que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens, considéreraient comme n'étant pas finie. Et on ne pouvait pas être enclose dans la finitude contemporaine. La propagande consiste à dire oui, ça c'est l'apparence, mais en réalité, c'est pas du tout comme ça, et de mettre un pavage fini là-dessus, un pavage constructif ordinaire. C'est-à-dire de donner de cette chose une explication. Alors, cette explication, évidemment, elle va être bricolée, elle va être inventée. Mais la propagande consiste à donner de ce qui se passe des explications finies, des explications algorithmiques, des explications homogènes à la finitude. C'est pour ça que cette histoire du recouvrement, qui d'une certaine façon interdit l'émergence d'un infini lieu, c'est-à-dire que quelque part, dans un lieu, quelque chose se passe ou émerge qui ne se laisse pas recouvrir
par des briques tirées du vieux monde. On ne peut pas paver ça avec des briques tirées du vieux monde. C'est vraiment le cœur de la bataille propagandiste. Et la bataille propagandiste est tout à fait faible de la réduire au fait que les gens racontent des blagues, bien sûr, mais à quoi elles sont subordonnées? Eh bien, elles sont subordonnées très généralement des opérations de recouvrement. C'est pour ça d'ailleurs que la grande partie de ce qui est appelé information est en fait le recouvrement par des pavés constructibles, c'est-à-dire des pavés de finitude. C'est un bombardement des situations par des gluants pavés de finitude. Voilà, c'est ça. Et le théorème dont je vous parle vous dit ça c'est possible à condition qu'on ait enlevé quelque chose. La propagande fonctionne sous la condition de la négation de quelque chose. Quelque chose qui, si on admet que ça existe, on ne peut pas faire ça. Et donc, ce qui est intéressant, quand on veut faire de la contre-propagande, c'est de repérer ce qui est enlevé. Puisqu'il y a toujours quelque chose dont l'existence est déniée pour que le recouvrement soit possible. Alors, ça c'est ce que montre formellement le théorème dont je vous parle, mais dans les situations, ça signifie ça. Ça signifie que, en réalité, le point dont l'existence garantit que c'est bien vrai que ce qui se passe là est hétérogène au cours du monde, ce point-là, il a été enlevé. Et donc, ça veut dire que ce qui constitue le cœur de la situation n'est pas dit. Vous voyez, toujours. Et ça, c'est les opérations propagandistes réussissent quand elles arrivent à convaincre tout le monde qu'en effet, ce point n'existait pas. Et les propagandes terribles, c'est celles qui arrivent à convaincre les acteurs de la situation elle-même que ce point n'existe pas. Et ça, c'est ce qui est visé en première ligne. C'est pour ça que toute propagande est une propagande de démoralisation. C'est son but fondamental. Son but, c'est pas de mentir, ou simplement de maintenir. Non, c'était un but précis de démoralisation. Et cette démoralisation a une forme systémique. Et elle consiste toujours à dénier un point auquel est suspendu l'écart entre la situation dont on parle et la normalité dominante. Et cet écart est un écart qui, en définitive, est toujours un écart entre une infinité et une finitude. Et donc, il faut recouvrir l'infini par un manteau de finitude, et le tour est joué. Simplement, pour ça, il faut absenter quelque chose. Voilà. Et donc, la contre-propagande, ça consiste toujours, pour qu'elle soit efficace, à repérer le point qui n'a pas été dit, le point qui a été absenté, de façon à ce que le recouvrement soit possible. Donc ça, c'était sur les opérations, vous voyez, contre l'infini lieu, et enfin l'infini limite. Alors contre l'infini limite, là, c'est déclarer que tout infini limite n'est jamais qu'un infini intervallaire. C'est ça l'opération. Et oui, vous croyez que vous êtes au-delà de la répétition, mais en réalité, vous n'êtes que les fondateurs de la répétition de la répétition. Ça, c'est un argument qu'on entend tout le temps. Finalement, les révolutionnaires, ils ont fait comme tout le monde, ou pire que tout le monde. Ils pensaient changer le monde, mais ils l'ont en réalité répété, etc., etc. Mais dans tous les domaines. C'est-à-dire, si on veut juguler une invention, on va dire que d'une certaine façon, cette invention n'a contribué qu'à répéter la répétition. Et sous des formes encore plus terribles, si possible. C'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. Ça, c'est le raffinement de la chose. Quand non seulement ça on a répété, mais en pire, c'est meilleur. Mais déjà qu'on a simplement répété, c'est assez décourageant. Donc, et vous voyez, c'est exactement après tout ce qu'on peut dire lorsque l'infini limite est en effet en position intervallaire. Oméga, vous pouvez le traiter comme un... Vous pouvez oublier qu'il est en position limite, et ne le considérer que sous l'angle du fait qu'il supporte une répétition. C'est-à-dire que vous prenez oméga non pas du tout comme le point limite des nombres entiers, mais comme le premier terme de oméga plus 1, oméga plus 2, etc. Et de ce point de vue-là, vous remarquerez qu'il y a aussi un oubli d'infini. Et que cette fois, on oublie les prédécesseurs. Dans la première opération, on oublie les successeurs qui sont en nombre infini. Là, on oublie les prédécesseurs. On oublie que, d'accord, oméga peut éventuellement, c'est pas une obligation, mais il peut supporter une répétition, mais que lui ne répétait pas.
puisque lui ne succédait pas à, comme les autres nombres avant lui. Et donc on va avoir une bataille là, très constante aussi dans la propagande, sur la question du résultat et du commencement. Ça va se donner comme ça. Est-ce que ce dont on prétend que c'est un résultat nouveau n'est pas simplement que le commencement d'une répétition de la répétition? Ou inversement, est-ce que ce qui se présente comme un commencement véritable n'est pas en fait une continuation? Et vous voyez que l'ambiguïté d'oméga permet ces opérations, mais toujours au prix d'un oubli. Parce que nous, ce que nous pouvons dire, c'est que oméga est effectivement en position limite et qu'il est possible qu'il soit aussi en position intervallaire. Mais ça n'est pas dans sa nécessité. Oméga n'est pas en train de crier qu'il veut absolument oméga plus 1. Lui, oméga, il est oméga, il est en position limite et il est en position d'infini point. Mais la succession, le fait qu'il répète la succession est quand même une possibilité. Cette possibilité va être immédiatement instrumentée en tant que possibilité pour dénier l'infinité, en réalité, de oméga, et le réduire au fait d'être un opérateur de répétition. Alors, au regard de tout ça, vous avez maintenant donc, les dispositions des trois grandes opérations de finitude, l'infini point considéré comme insignifiant. La propagande d'insignifiance aussi, elle est constante. Ils étaient 80, c'est un groupuscule, ou bien personne n'aime ça. De toute façon, vous voyez, 90% des gens ont dit qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'aimaient pas. Bon. La propagande numérique de l'insignifiance est une propagande la plus plate, la plus banale, la plus ordinaire. Ensuite, l'infini lieu réduit soit par la relation, soit par le recouvrement, et l'infini limite absorbé par la deuxième succession, c'est-à-dire absorbé par la répétition. Alors, au fond, quelle est la position subjective au regard de tout ça? Je pense que ce qu'il faut, c'est se convaincre, en tout cas, même abstraitement, que l'infini existe. C'est-à-dire que les opérations de réduction ne sont jamais que des opérations de réduction postérieures à son existence. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui opère un recouvrement, c'est en tout cas qu'il y avait une infinité à recouvrir. Alors, la question de savoir si le point qui permet le recouvrement existe ou n'existe pas, c'est une affaire de bataille. Et en fait, il faut lutter contre la souveraineté du quantitatif. Et pour lutter contre la souveraineté du quantitatif, il faut être convaincu que l'élargissement d'une procédure de vérité, l'élargissement de ce qu'on a découvert comme potentialité, l'élargissement qui se fait à partir d'un point infini ou d'un infini lieu ou d'un infini d'horizon, est possible. C'est-à-dire que ce qu'on peut inventer ou construire à partir de tels points peut réellement interrompre la répétition. La conviction que la répétition de la répétition n'est pas inéluctable. C'est ça dont les différentes expériences de l'infini témoignent. Et que ça, il faut le savoir, ça dessine tout de même comme un nouveau paysage, si vous voulez, de la pensée et de l'action. Ce repérage, cette attention constante dans le paysage à ce qui est en position d'infini point, à ce qui rend compte du lieu, à ce qui est à l'horizon, etc. C'est l'opération et aussi à ce qui est inexistant. Et aussi repérer les opérations de propagande. Les repérer tout de suite lorsqu'une discursivité est là pour nier l'existence de l'infini point, de l'infini d'horizon ou de l'infini lieu. Et alors, si on a cette vigilance, le monde n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que la finitude n'est plus là. La finitude n'est que trop là, de toute façon. Mais ça veut dire qu'elle est ou trouée par l'infini point, ou sous-tendue par l'infini lieu, ou bornée à l'horizon par un infini limite, et qu'on peut partir de là.
on peut partir de là en luttant contre les opérations de réduction de cette triplicité infinie. Alors, je vais vous citer pour conclure 3 strophes de Mallarmé. Je terminerai dessus, on recommencera après dessus, ce sera donc en infini intervallaire. Parce que je voudrais que vous entendiez en quel sens ça se rapporte à ce que je viens de dire, avant que je fasse le commentaire. C'est dans le poème qui s'appelle Strophe pour des dessins. Oui, donc je me rappelle que j'ai parlé de paysage. Oui, dans une île que l'air charge de vue et non de vision, toute fleur s'étalait plus large, sans que nous en devisions. Telle immense que chacune ordinairement se para d'un lucide contour, lacune qui des jardins la sépara. Gloire du long désir, idée, tout en moi s'exaltait de voir la famille des iridés surgir à ce nouveau devoir. Voilà pour aujourd'hui.